si on n'a pas le cycle sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. T'as pas un bouton pour la clim aussi? Ouais, oui, justement, il y a une télécommande. La clim. Non, mais au contraire, Elle voudrait la, voilà. est-ce qu'on pourrait la baisser un poil? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on va finir gelé à mon avis. Ouais, oui, oui, oui. Donc manifestement, il faudra peut-être demander à Sophie de nous pouvoir peut-être brancher cette... on va pouvoir commencer déjà, et après pouvoir utiliser peut-être une clé USB, parce que manifestement ce vidéoprojecteur ne veut pas du boîtier de mon Mac, ça m'arrive souvent. Mais on va pouvoir déjà démarrer notre atelier qui va durer une heure et demie. Je ne sais pas, Gabriella, c'est le temps. Donc on est nombreux, merci déjà d'être là. Et on va en attendant de nous occuper de ce problème technique de vidéoprojecteur. On pourrait faire un rapide tour de table pour nous présenter. Ah non, c'est juste peut-être augmenter un peu la température. Parce que c'est un peu trop fort. Nous, on est là et Hélène, voilà, un peu froid. Je ne sais pas laquelle c'est. Il y en a tellement de télécommandes ici. Non, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là, ouais, parce que on se perd. Là, elle est à 22. Oui, c'est un peu, voilà, on peut mettre 24, 25. Sinon, Voilà. j'irai chercher mon plaid. Non, ça va. Je laisse à 22 là-bas et je laisse 24 ici. Je laisse la télécommande. Merci. Alors, bon, du coup, je vais rapidement, manifestement, le boîtier ne fonctionne pas. Je vais rapidement demander à Sophie si elle peut... Tu veux qu'on fasse un tour d'horizon en attendant? Oui, mais déjà, de manière à ce que tout le monde se présente. Oui, Alors, je vais commencer. Donc, Hélène Mordac. Je suis, vous l'avez vu tout à l'heure, la présidente de l'association Via Femina Fama et accessoirement avocate au barreau de Nîmes. Oui, dis-moi, est-ce voilà, que c'est possible d'utiliser une clé Bonjour, moi je suis Anne Labarre, je il viens de ne veut pas, Martinique, je suis avocate inscrite au barreau d'Aix-en-Provence. Et j'ai aussi fini au mois de mars une formation en coaching, en développement personnel et développement de l'aide. Bonjour, Coralie Coudert, je suis avocat au barreau de Montpellier. Bonjour, Jérémy Tibérin, je suis hypnothérapeute, mais je suis ici au titre de présidente de l'association Elbrigue, qui est un collectif de praticiennes en bien-être, qui vient notamment en aide aux femmes, exclusivement aux femmes, mais notamment victimes de violences. Je suis Magali Touzani, je suis coach en neurosciences et j'interviens également dans le cadre de l'association Elbrigue aux côtés de Jérémy. Oui, bonjour, Nicole Estelle, je suis retraitée de la fonction publique en tant que cadre supérieur de santé. Moi, j'étais très motivée par cette formation parce que quand je dirigeais le centre de rééducation du Buchon, qui est un hôpital de Saint-Denis, j'étais confrontée à des cas donc, de dames que nous faisions partir, surtout en neurologie, que nous faisions partir en week-end thérapeutique. Je sais pas pour quelle raison. Et qui revenaient donc le dimanche avec des et c'est pour ça que dans cette formation, j'aurais aimé aussi, parce qu'il y a une connotation anthropologique. Les cohortes sont différentes en fonction de la culture, de plein de choses. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que c'est pas le même PC qui est connecté. Oui. Bonjour, je m'appelle Catherine Super, je suis avocate. On peut utiliser une clé USB sur ce PC-là? Je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est pas grave. On trouve des souffrances à ce niveau, moins celles de violences familiales. Toujours. Bonjour, Sandrine Guérard, je suis kinésithérapeute dans le 66 et je suis vice-présidente de l'ordre des kinés et donc souvent réceptrice de problèmes et de questions. On va faire ça, c'est pas grave. Bonjour, j'ai été la préfière du conseil régional de l'ordre des kinés et là je suis en reconversion bien sportive. Catherine Costaud, je suis calculatrice au CHU de l'OPG, donc j'ai aidé dans tout ce qui était organisation sanitaire. Et je travaille en pédopsychiatrie, donc d'autant plus intéressée aujourd'hui parce que voilà, moi j'ai dans mon unité tous ces enfants victimes de souffrances familiales. Et donc c'est un double écho aujourd'hui. Dieu sait que les problématiques actuellement sont nombreuses et on est submergé par les données. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, on fera 100.
Je suis désolé, je comprends pas pourquoi c'est. C'est pas grave. Ça devrait même pas être branché. Je suis avocat au barreau Je suis désolé. des Hauts-de-Seine. Et voilà, j'ai eu des affaires à des cas de victimes de violence. C'est si je peux Moi, je suis un petit peu plus intéressée par les cas concernant les mineurs, puisque je m'occupe, je fais partie centrale des mineurs. Et j'ai eu, voilà, en ce moment, j'ai le cas d'une enfant qui a été déscolarisée, harcelée à l'école, et bon, qui m'avait particulièrement touchée. Donc voilà pourquoi j'ai bénéficié à cette conférence. Bonjour, je suis Véronique Dorion, je suis médecin légiste à Perpignan et conseillère au département de 66 de l'Ordre des médecins, au CROM, que je représente aujourd'hui à la Chambre disciplinaire. Merci. Bonjour, Guy Chollet. J'ai deux casquettes. J'ai une agence de communication et à côté je suis psychomanager. Ça n'existe pas comme titre, donc je me le suis créé. Comme ça au moins c'est clair. Et je fais du développement personnel et de la prise de parole en public grâce aux arts martiaux. Donc j'ai créé 3 méthodes qui sont complémentaires et qui permettent de construire la personne, construire le message et ensuite gérer au travers du groupe sa place, sa posture et ses positions. Je pose juste une question. Un rapport direct avec les victimes de violences? Alors, oui, victimes de violence, bon, déjà dans le monde des arts martiaux, on a la violence directe et physique, mais ensuite dans les entreprises. Dans les entreprises, on a de la violence, je suis aussi dans la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, sociale des entreprises, et on se rend compte que des personnes qui ne sont pas nécessairement agressives, dans le sens volontaire du terme, risquent de créer des antagonismes dans le groupe parce qu'on ne se connaît pas, on ne communique pas assez suffisamment pour créer l'égrégore du groupe ou tout au moins de l'entreprise. Donc cette violence, elle est vraiment sourde et peut-être des fois invisible et il faut aller la chercher pour comprendre pourquoi certaines personnes se retrouvent en état d'isolement ou tout au moins de souffrance. Alors violence c'est une chose, mais il y a la souffrance qui amène la violence. Et c'est là aussi où j'interviens, c'est-à-dire que des personnes qu'on n'imaginait pas violentes, de par leur souffrance, deviennent violentes. Donc il faut déjà aussi trouver la source, et peut-être que dans le groupe, on peut aider cette personne-là. C'est plus clair? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Je vais l'ouvrir. Bonjour, je Je faire à l'ancienne. avocat de Marie-Pierre Pampa et j'assiste pas mal les victimes de violences, tant conjugales que violences générales, on va dire, parce qu'on a beaucoup. Et j'assiste aussi les mineurs par rapport à la mission en tant que chef de la conjugale, j'interviens sur les mineurs victimes de violences, agressions sexuelles et autres. Et donc, je suis là pour me former, pour encore mieux accompagner ces victimes. Bonjour, maître de Belle, avocate au barreau de Carcassonne. Je suis très intéressée par cette formation pour pouvoir faire éduquer, parce que je n'ai pas l'impression de pouvoir transmettre un message fort et important, parce que j'ai du mal, enfin je trouve qu'on a du mal à transmettre, parce que pour moi c'est tellement évident ce qui se passe et on a des décisions qui sont des fois décevantes ou négatives, où on n'a pas de compréhension, où on n'a pas une bonne prise en charge. Donc, trouver les mécanismes de compréhension, de communication, parce que je trouve que les magistrats sont dans des logiques un peu interdées. Alors, je pense, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, formation, information, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être axer à l'ENM sur la formation des futurs magistrats. Alors là, je crois que ça commence un petit peu à entrer en ligne de compte, mais sur justement ces phénomènes d'emprise, de violence, etc. Magali Marais, je suis enseignant-chercheur à l'école de management de Montpellier. Par ailleurs, je suis sociologue du travail. Donc déjà, j'enseigne tout ce qui est lié à la question du rapport au travail et à la violence aussi en entreprise, au bien-être, etc. Et je suis aussi dans mon école, mais aussi au-delà, parraine et marraine d'une association d'étudiants qui vise la prévention des violences et du harcèlement au quotidien. Et on a beaucoup de choses à faire. Donc je suis là aussi pour me former à la fois pour savoir comment communiquer sur ces thématiques en entreprise, parce que c'est loin d'être évident. D'autant plus qu'on a une porosité de plus en plus grande avec la vie personnelle et familiale de nos jours et qu'on a de vraies nouvelles problématiques qui arrivent. Et puis comment aussi donner des clés aux étudiants
étudiants et aux étudiantes qui sont autour de nous pour pouvoir à la fois se défendre et parce qu'on a beaucoup de problématiques. Bonjour, Myriam Chalabi, avocat au barreau de Lyon. Merci. Je relève peut-être un peu. Vous m'entendez? Je pense que j'ai une voix qui porte. Donc, moi, je suis Gabriella Cairo. On avait voilà, sur le PowerPoint, il y avait mon nom et mon prénom. Moi, je suis italienne. J'ai vécu en Italie jusqu'à l'âge à l'âge adulte. Comme ça, on ne fait pas trop de calculs. Voilà, où j'ai fait voilà, des études. En fait, j'ai fait du droit à la base. Je suis juriste. Je fais des études de droit. Et donc après, j'ai quitté mon pays, l'Italie, pour aller travailler au Luxembourg auprès des institutions communautaires. Donc j'ai fait un travail purement juridique pendant 10 ans à peu près. Je travaillais pour la Cour de justice, on faisait des bases de données juridiques. Voilà. Donc vraiment, qu'est-ce qui m'a amené à être ici aujourd'hui pour faire un parcours très rapidement. Plusieurs engagements dans différents ONG, notamment Amnesty International. Différentes expériences de vie directe et indirecte m'ont sensibilisé première lieu à la problématique des violences à l'égard des femmes. C'est déjà en 2004 quand Amnesty avait lancé une campagne qui était Halte à la violence à l'égard des femmes, dans laquelle je me suis engagée pendant ça a duré 6 ans. Et là, je me suis rendu compte, j'ai rencontré des professionnels du monde de la justice, de la médecine, de la psychologie et ça. Et déjà à l'époque, on parlait de l'importance du travail en réseau. Donc c'est quelque chose dont on entend parler depuis longtemps et que heureusement prend forme. Donc au sein grâce à ces expériences, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de place pour ceux qui voulaient vraiment s'investir dans ce domaine. Et donc du coup j'ai décidé voilà, une reconversion professionnelle quasi totale. Je dis quasi parce que je me suis spécialisée en victimologie, et la victimologie est donc une discipline, une branche si on veut, comme la criminologie, mais qui se compose des 3 grands piliers, donc la partie juridique, médicale et psychologique. Donc, j'ai commencé par le biais, disons, de mon expérience juridique. J'avais déjà déménagé en France, c'est la vie, c'est juste la vie qui a fait que j'avais déménagé en France. J'avais quitté la Cour de justice, et donc reconversion, la victimologie, et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes victimes de violences. J'ai fait des formations coaching, différents types de formations, et je me suis aussi formée à la psychosomatique. Je fais différents séminaires, bref, depuis 10 ans. Donc j'ai mon cabinet à Nîmes où je reçois des personnes qui sont victimes de harcèlement moral en milieu professionnel, violence conjugale. Je collabore, j'ai eu le plaisir de participer aussi à la création de Via Femina Femme. Donc bien sûr, la violence à l'égard des femmes reste assez centrale parce que c'est un vrai fléau, c'est vrai. Et dans mon cabinet, je reçois des femmes, des hommes. Depuis 7 ans, avec d'autres professionnels, on a créé une association pour la prévention du harcèlement à l'école. En milieu scolaire, disons, dans tout lieu où les enfants sont censés se rencontrer et interagir. Ça peut être un club de sport, etc. Donc on a fait différentes actions très intéressantes aussi. On fait aujourd'hui l'association qui s'appelle Alphée. On aura l'occasion d'en parler à la table ronde de cet après-midi. On a participé à un projet européen. On a testé une méthode de prévention et de traitement des cas d'harcèlement. Et on est devenu organisme de formation, et on est membre aujourd'hui d'un observatoire national qui vient de se créer. C'est l'association Hugo qui est sur Lyon qui a lancé le projet. C'est l'observatoire national du harcèlement à l'école, au collège et lycée. On a eu une réunion, la première réunion, il y avait des députés qui ont participé, on l'a fait en visio, et on aura la suite, on est tout au début. Tout ça pour dire, sont différentes, soi-disant différentes casquettes, mais pas vraiment, parce que la problématique des violences, on l'a entendu, d'ailleurs, Madame Irigoyen, j'avais eu le plaisir d'échanger avec elle
avant de démarrer, c'était vraiment tout au début, quand j'étais déjà en France. On avait organisé un colloque au Luxembourg qui s'est réalisé, voilà, qui a eu lieu quand j'étais déjà ici depuis quelques mois. Et je l'avais rencontrée, je lui avais parlé de ce projet. Elle m'avait dit, ben, les victimes, ils ont besoin de tous et de tout, donc bien sûr, vas-y. Hein. M'avait beaucoup, parce que quand on se lance dans une profession qui est un peu atypique, si on veut, hein, ça peut être compliqué. Bref, depuis 10 ans, je rencontre des personnes. Depuis 10 ans, j'entends souvent les mêmes choses. Depuis 10 ans, les gens me relatent des mêmes problèmes de santé, ce qui a fait que j'ai voulu intégrer une école de médecine psychosomatique pour comprendre quels étaient les liens entre... Pourquoi il y avait ce lien évident entre ce que les personnes racontaient et la réaction de leur corps. Voilà. Donc, pourquoi toutes ces casquettes, mais pas tant que ça, parce que le problème de la violence et de la violence psychologique, hein, parce que avant tout, hein, Marie-France Irigoyen l'a dit, tout le monde le sait, il n'y a jamais de violence physique s'il n'y a pas eu de violence psychologique. C'est un processus qui se met en place de manière anodine et qui tient parce qu'il y a des phases précises qu'on retrouve dans toute situation. Donc, nous on aime beaucoup dans l'association partager avec les nouvelles bénévoles quand on fait les formations pour les nouvelles bénévoles, prendre l'exemple de la grenouille. La grenouille qu'on jette dans de l'eau bouillante. La grenouille qu'on jette dans de l'eau bouillante se sauve, elle saute. Une grenouille qu'on met dans de l'eau froide et on allume le feu, elle s'adapte petit à petit à la température jusqu'à ce que l'eau est trop chaude pour qu'elle puisse réagir, donc elle meurt. C'est exactement le mécanisme des violences, c'est exactement le mécanisme de l'emprise. Si les violences peuvent être d'abord psychologiques, ou bien au début anodines, après psychologiques et ensuite physiques, hein, c'est parce qu'il y a une forme, entre guillemets, d'adaptation de la victime, en tout cas de la personne qui les subit, par le biais du mécanisme de l'emprise. L'emprise, ce mot extraordinaire de la langue française qui est très difficile à traduire. D'ailleurs, Marie-France Irigoyen, c'est difficile de traduire harcèlement moral. C'est vrai, la langue française a aussi cette expression, hein, harcèlement moral, mais aussi l'emprise. C'est très compliqué à traduire. Moi, ça m'arrive, moi je suis en contact, je suis membre de la Société italienne de victimologie. Quand je dois communiquer ou écrire quelque chose dans ma langue maternelle, voilà, j'ai un peu du mal à traduire des fois cette expression, même dans d'autres langues c'est compliqué. Emprise, ça veut dire qu'il y a vraiment un contrôle. Donc, on parle souvent, par exemple dans les cas des violences conjugales, mais aussi en milieu professionnel, mais aussi à l'école, de conflits. Donc, on mélange le conflit, le harcèlement, on se dit que c'est un conflit entre époux, c'est une mésentente entre pairs, c'est une incompréhension. Le conflit n'a rien à voir avec les situations de harcèlement. Il faut absolument poser le cadre, ou bien il peut y avoir un lien à un moment, parce que dans le processus, effectivement, il y a un moment où un conflit peut se créer, hein, souvent exprès par l'auteur, mais ici on ne parle pas d'une perte de contrôle de soi, on n'est pas dans un émotionnel qui génère un conflit, on les fait les formations à la gestion de conflits. Moi j'interviens dans les entreprises sur les problématiques d'harcèlement, sur la gestion de conflits, que d'ailleurs j'anime avec un comédien qui met les gens en situation de conflit, sur tout ce qui peut être gestion des incivilités. Le conflit, ça peut être une perte de contrôle de soi, ça peut être une mésentente. Effectivement, il y a beaucoup d'émotionnel. Le harcèlement, c'est une volonté de contrôler l'autre. C'est différent. Le contrôle a deux casquettes. Donc, alors, nous, ce qu'on a choisi de partager avec vous, c'est ce qu'on partage d'entrée avec beaucoup de... Quand on fait des formations, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle se met en place cette emprise, hein? Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Voilà, oui, on a quand même un petit moment même pour en discuter. En fait,
le docteur Julie, je ne me rappelle plus son nom et famille, voilà, elle a parlé du cycle de la violence. Elle a parlé de ce cycle qui est en fait au cœur de la problématique de l'emprise. Hein. Elle n'a pas eu le temps de creuser davantage, et justement c'est ce qu'on va faire nous, hein, parce que ce cycle on l'a vu, on le voit, on le constate, et c'est pour nous en tout cas c'est une évidence, c'est ce qu'on voit dans les situations de violence. Alors déjà c'est pas nous qui l'avons décrit et créé ce cycle, c'est un schéma qui a été décrit pour la première fois en 1979 par une psychologue aux États-Unis qui s'appelle Lenore Walker, dans une étude qui est la faite. Donc c'était son étude sur les violences conjugales, et bien évidemment à l'époque on parlait surtout des violences à l'égard des femmes quand on parlait de violences conjugales. Aujourd'hui on commence un peu à ouvrir un peu les yeux aussi sur la problématique des hommes que, de par mon expérience, pas passer à côté de ça. Voilà. Donc tout va très vite, on va vite vivre ensemble, souvent les femmes tombent enceintes très rapidement, hein. Mais pas dans le 100% des cas, on ne généralise pas, parce qu'il y en a aussi d'autres qui, voilà, le mécanisme, est, au début en tout cas, est différent. Donc c'est ce qu'on appelle la phase de séduction. Dans cette phase de séduction, se crée dans le cerveau de la victime, pour le dire assez rapidement, une sorte d'ancrage émotionnel. Hein, on l'appelle comme ça, très positif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans certains circuits qui est sollicité, qui fait que la victime se sent particulièrement bien. Ce qu'on appelle la faille narcissique de chacun d'entre nous, hein, on en a tous, hein, personne n'est à l'abri d'ailleurs de ce genre de choses, hein, on l'a tous, c'est quelque chose qui est comblé dans cette première phase. S'arrête, donc elle perd tout. Vous voulez... Est-ce qu'il s'agit de combler un besoin? Aussi, oui. La victime est nourrie dans quelque chose qui est vraiment très profond. Par exemple, je vous fais un exemple, la victime sort d'une relation particulièrement sensuelle, etc. et a besoin de sérénité, de sécurité. Voilà, l'auteur sera quelqu'un qui lui donnera cette sérénité. Ce sont souvent des personnes, les auteurs, qui au début se mettent presque au service de la victime. La victime a besoin d'un aventurier, une aventurière, ben ça sera exactement comme ça. C'est-à-dire va vraiment nourrir quelque chose, hein, ce qui peut être, oui, effectivement, aussi de l'ordre du besoin, hein, mais encore plus profond. C'est comme si il y avait une intuition particulièrement fine de ce dont la victime avait besoin. En tout cas, tout se passe comme ça. Beaucoup de questionnements au début de la relation. Hein, c'est ce que racontent les victimes. Lui ou elle me posait beaucoup de questions sur moi, mais il parlait très peu de lui ou d'elle. Ils ont souvent une enfance très difficile, ces auteurs, ceux qui se révèlent être. Donc ils essaient de faire un peu de la peine, etc. Voilà. Bon, en tout cas, il y a une phase où tout se passe bien. Voilà, bien, plutôt bien, on a un certain stock d'informations, à un moment donné les choses commencent à changer. Et c'est la fameuse phase de tension. Alors moi, donc on avait vu que notre PowerPoint ne fonctionne pas, on va essayer de faire avec. Hein. Donc on a dit, hein, ah oui, j'espère qu'on aura. Je ne suis pas très douée pour ça. Voilà, on va voir si en vert ça va mieux, voilà. Tension, une phase de tension qui s'installe. Un jour, les victimes, elles ne se rappellent pas de suite de cette phase de tension. C'est avec le temps que les souvenirs reviennent. Ah oui, voilà, ça a commencé à ce moment. Oui, effectivement. C'est quelque chose même de très banal. Mais c'est comme si l'auteur avait... Bon, c'est bon, là j'en peux plus de jouer mon rôle. Je passe, voilà, même si déjà dans la phase de séduction, il y avait des signes, parce que ces personnes, par exemple, à la fin du processus d'accompagnement, me disaient en fait, j'avais tous les éléments pour comprendre à qui j'avais affaire, mais sauf que je ne
voilà, je ne savais pas comment le détecter. Parce que déjà, dans la phase de séduction, il y a quand même des signes qu'on va pouvoir retrouver. Donc, phase de tension, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si l'auteur était à quelque part dans ce besoin d'être dans la pulsion agressive. C'est comme s'il avait à quelque part avait retenu quelque chose. Et la victime commence à se sentir déstabilisée. On n'a pas assez de couleurs pour... En tout cas, il y a une forme de déstabilisation. Il dit, mais la première fois, comment mon prince charmant, tout était parfait. Là, parfait, il y a un truc qui ne va pas. Donc, en fait, cette déstabilisation de la victime, si on veut, prépare le terrain, hein, pour le dire rapidement, et permet, en fait, met la victime dans une situation de faiblesse et qui permet à l'auteur de passer à la phase de la véritable agression. Hein? L'agression qui est au début plus subtile, hein, mais avec le temps même ça peut être une agression, bien sûr physique, verbale, ça peut être un compliment, un regard, en tout cas tout ce que le cerveau de la victime perçoit comme étant une agression. Des fois, un compliment, par exemple, en milieu professionnel, ça je l'entends très souvent. Les personnes qui me disaient que j'étais bien habillée, mais ça se voyait carrément, que c'était vraiment pour me blesser. Ces personnes qui sont capables d'avoir les harceleurs d'ailleurs sont décrits souvent comme des personnes qui sont capables d'avoir cette capacité à dire des choses avec les mots, mais à exprimer exactement l'inverse avec le corps. Voilà, donc c'est exactement ça. Voilà. Donc cette agression, donc l'auteur, c'est comme s'il avait, voilà, s'était défoulé, elle avait lâché cette pulsion, hein, et la victime ressent de l'outrage, cette incompréhension accrue, hein, cette honte, hein, elle parle de la honte. Et la honte, et pas un hasard qu'elle soit là. En tout cas, voilà, selon moi, on le verra dans la phase suivante. Donc, dans cette situation comme ça d'incompréhension, de cette agression, avec tout ce qui en découle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait, si on reste dans la tension-agression, bien sûr, la victime s'enfuit. La victime s'en va à un moment donné. Hein, on réagit d'ailleurs au début dans la phase de tension, avec le temps, quand ça se répète, les victimes se disent il vaut mieux que... Déjà ils ressentent de la peur et se disent bon, tu dis rien, à un moment donné ils réagissent, hein. Donc on va voir ce que ça fait en fait de réagir et comment ça se retourne toujours contre les victimes. Donc alors là, finalement, ça peut être un conflit, ça peut arriver à tous d'avoir une mauvaise journée, de mal parler à quelqu'un. Mais non seulement le conflit, c'est une, comment dire, ce qu'on disait, ça peut être une perte de contrôle. Là, c'est une volonté de contrôler l'autre. Mais le conflit, surtout, dans le conflit, il y a un équilibre entre les deux parties. Il y a une écoute, si on veut. Même si j'ai le filtre de l'émotion, j'écoute l'autre. Et je réponds, hein. Donc il y a le conflit a une cause, on peut nommer la cause du conflit, là il n'y en a pas, c'est quelque chose de... Donc à la limite, ça pourrait générer un conflit, mais qu'est-ce qui se passe dans les situations de violence et d'emprise? C'est que cette honte en fait de la victime va être renforcée dans cette phase. Non seulement je ne vois pas bien, je suis pas douée et donc ce cycle va être vraiment pas une œuvre d'art, ça c'est évident. C'est la phase d'excuse. La phase d'excuse, c'est pas je m'excuse. Je trouve des excuses à ce que je viens de faire, c'est-à-dire je vais tordre la réalité. Je vais faire en sorte que ça se retourne contre quelqu'un d'autre. Je vais trouver des bonnes raisons en fait, surtout si la victime dans cette phase d'agression a répondu, s'est défendu, hein. L'auteur aura plus de choses. Donc dans cette phase d'excuse, l'auteur donc il est soit dans le déni, c'est pas vrai, tu exagères, ou par exemple au travail, ou à l'école aussi, oh mais c'est pour rigoler, hein. T'as pas d'humour, hein.
Une banalisation, déni, banalisation, projection. C'est pas moi, c'est toi. Et en gros, si j'ai fait ce que je viens de faire, c'est de ta faute. Voilà. C'est pas parce que tu as fait ou pas fait quelque chose, oui, ça peut être une excuse, mais parce que tu es comme tu es. C'est ça qui caractérise aussi les situations de violence, d'harcèlement en milieu scolaire ou professionnel. C'est-à-dire qu'on s'attache à une caractéristique de la personne qui est visible et évidente par tout le monde. Excusez-moi, là vous parlez, c'est l'auteur qui va formuler des excuses. Oui, oui, bien sûr, c'est l'auteur. C'est l'auteur qui va dire tu es comme ça. Donc c'est une atteinte à la dignité de la personne, à la personne en soi. On le voit à l'école, hein, par exemple, c'est la chose la plus basse, c'est ça qui fait mal. Le cyberharcèlement, ce qu'on appelle le cyberharcèlement, c'est pas une forme d'harcèlement différent, c'est juste un moyen différent. C'est quelque chose qui fait aussi mal parce qu'on ne sait pas combien de personnes vont lire l'information. Mais l'information, on dit que le harcèlement c'est la non-acceptation de la différence, ça on peut le dire même en milieu professionnel, mais regardons-nous ici, on est tous différents. Si on veut trouver une différence chez l'autre, on la trouve. Si on veut trouver une excuse, banaliser une caractéristique d'une personne pour l'atteindre, on la trouve. Donc il y a une forme de malveillance, si on veut. Hein. Après, conscience, pas conscience, on pourrait en débattre, mais il y a différents niveaux, selon les situations, bien sûr, mais dans le schéma de base, attaquer quelqu'un de manière répétée, c'est la définition du code pénal. J'ai un peu du mal à imaginer qu'on ne le fait pas exprès si on le fait tous les jours. Bon, en tout cas, sauf dans des situations où il y a des pathologies. La plupart de ces gens ne présentent aucune pathologie. Bon, en tout cas, ça peut faire... Donc, en fait, dans cette phase d'excuse, qu'est-ce qu'on a ça, je le... Voilà, c'est ça le but. C'est le fameux « elle m'a poussé à bout ». Oui, aussi. Quelque chose qu'on entend beaucoup. Oui, elle m'a poussé à bout, donc c'est de sa faute, oui. C'est de sa faute, elle est hystérique, elle est comme elle est, comme elle est. Donc en fait, l'objectif, conscient ou inconscient, on leur donne, c'est de générer chez la victime une culpabilité. La culpabilité qui est strictement liée à la honte de la phase de l'agression, en tout cas, c'est mon avis, hein, la culpabilité, c'est quelque chose dont on n'arrête pas de parler. Beaucoup a été écrit. Est-ce qu'il y a une définition précise, etc. Personnellement, je pense que la honte et le sentiment qui précède la culpabilité sont strictement liés, qu'il y a plusieurs types de culpabilité. En tout cas, c'est ce que j'entends aussi, hein, que j'aurais trouvé après dans certains ouvrages. La culpabilité, en fait, c'est un peu, comment dire, on a fait la différence entre le conflit et les violences, le conflit et le harcèlement, le conflit et l'emprise. Et on a parlé de cette différence entre ce qui peut être de l'ordre du rationnel, comme le conflit, qui a une origine, hein, il y a une forme d'équilibre, etc. Et le harcèlement qui est irrationnel et qui est un déséquilibre. Là, par exemple, on peut faire le rapprochement entre la culpabilité et la responsabilité. C'est-à-dire quand la responsabilité aussi, c'est quelque chose de rationnel. Il y a un lien de cause à effet. Hein, il y a un lien entre ce que je fais et les conséquences. Hein, un dossier n'a pas avancé parce que j'ai oublié. Les voleurs sont rentrés parce que je n'avais pas fermé la porte. Oui, c'est de ma responsabilité, c'est une chose. La culpabilité, non. Il n'y a pas vraiment de lien, c'est-à-dire, et surtout, c'est pas lié à ce que je fais, mais c'est surtout lié à ce que je suis. Donc c'est quelque chose qui est une atteinte vraiment à quelque chose de profond chez l'individu. C'est ça qui caractérise en fait, qui est propre de ce cycle de la violence qui avait décrit Lenore Walker, qui met l'accent justement là-dessus. Elle dit voilà, on ne s'attache pas forcément, oui elle m'a poussée, mais parce qu'elle est folle. On entendra derrière. De toute façon, elle est comme ça, elle a toujours été comme ça, elle n'est pas bonne mère. Et il y a des définitions un peu qui veulent tout dire et rien dire, voilà, très souvent. Voilà. Donc, cette phase d'excuse, en fait, une fois que la personne se sent coupable, de quoi elle aura envie? D'être
pardonné à quelque part, c'est de ma faute, je suis comme ça, c'est tellement horrible ce que je viens de dire ou de faire, ce que je suis. Et là, il y a à nouveau la phase de lune de miel, voilà, dont elle a parlé tout à l'heure. En fait, on laisse lune de miel même quand on parle de harcèlement en milieu professionnel, parce que ça décrit très bien ce qui se passe. Hein? Donc la victime, à quelque part, se sent pardonnée, si on veut. Hein? L'ancrage émotionnel qui a été créé au début de la relation, de la séduction, se réveille. Donc chez la victime, ça génère un espoir. Voilà. Ben oui, ça peut changer. On a tendance à croire que tout ça, c'était un mauvais moment et que ça, c'est la réalité. Il y a un auteur qui l'appelle la phase « rendors-toi ». C'est-à-dire la victime baisse la garde et allez hop, nouvelle tension, agression, excuse, lune de miel, et voilà. Et ce cycle se répète et se répète. Donc au début de la relation, les phases sont bien espacées et avec le temps, ça s'accélère. Et donc, avec le temps, la violence monte en puissance jusqu'aux violences physiques. Au début, ça peut être juste, voilà, des petites remarques, des obligeantes, des petites... Voilà. Et de cette manière-là, donc, une fois, Marie-France Séligoyen, toujours à cette conférence, dit, la vraie raison pour laquelle une victime de violence ne parle pas, c'est pas la peur, c'est ça, c'est l'espoir. C'est l'espoir que ça change. Après, avec le temps, bien sûr, il y a d'autres choses qui s'ajoutent, bien sûr. Est-ce qu'on s'intéresse à l'auteur en tant que victime dans ces histoires-là? Pardon? Est-ce qu'on s'intéresse à l'auteur en tant que victime? Puisque, bon, effectivement, hein, la femme est évidemment la première victime. Mais l'auteur n'est-il pas en souffrance aussi derrière tout ça? Est-ce que ça, on s'y intéresse Il y a certainement une forme de souffrance parce que voilà, harceler quelqu'un. Voilà. On sait que par exemple en neurosciences, il y a des études qui montrent que les personnes qui sont en manque de sérotonine ont tendance à être plus dans la violence. Oui. Est-ce que vous savez s'il y a des études qui sont faites côté auteur en tant que victime aussi? Mais côté auteur, en fait, ceux qui ont essayé, d'après ce que j'en sais, d'après mon expérience, pour avoir échangé avec des psychiatres, surtout qui faisaient de l'accompagnement pour les personnes qui étaient déjà accusées, non seulement accusées, mais qui avaient été condamnées, et qui donc pouvaient avoir des réductions de peine, donc ils allaient voir quand même des psychiatres, etc. Les auteurs ils disaient c'est vraiment difficile de faire un travail avec ces personnes parce que la plupart du temps, en tout cas, hein, sauf quand il y a d'autres problèmes de drogue, d'alcool, etc., qui peuvent justifier voilà, des violences, qui sortent un peu de cette histoire de l'emprise, en fait, ils sont des personnes qui ont beaucoup de mal à se remettre en question. Et donc, ils ne sont pas sincères, en fait. Ils viennent, ils font la plupart du temps vraiment semblant, il y en a, hein, pas tous bien sûr, qui ils font semblant de vouloir se remettre en question et de vouloir vraiment un accompagnement. Ils viennent parce qu'ils veulent une réduction de la peine. Donc ils ont très peu d'éléments. Mais il y a des associations qui travaillent avec les auteurs et qui font d'ailleurs un remarquable travail. Et personnellement, je m'y intéresse très peu parce que c'est-à-dire on peut connaître un peu le fonctionnement de l'auteur au travers des récits de leurs victimes. Et c'est surprenant comme on voit systématiquement ce type de fonctionnement et donc pas de remise en question de l'auteur. En fait, c'est la victime qui a un problème. Oui, mais c'est vrai que souvent, c'est vrai qu'on n'est pas dans la tête de l'auteur. Je n'essaie pas de légitimer ça, évidemment. Mais c'est vrai que est-ce que l'auteur n'est pas aussi en souffrance dans cette violence Probablement. Donc, c'est aussi la source du problème. Est-ce que si on venait à s'intéresser davantage aux causes, aux sources qui amènent cette personne dans cette violence, est-ce qu'on ne viendrait pas du coup régler finalement? Oui, je pense que les auteurs ils sont un peu... oui, bien sûr, certainement, il y a de ça aussi. Parce que c'était intéressant dans la première phase, la lune de miel, on le voit vraiment comme un prédateur, comme s'il savait, il avait les mécanismes, d'où cette connaissance.
Ben, c'est ce que les victimes, en fait, ce que j'ai pas été peut-être assez précise, hein, ce que on partage, c'est vraiment notre expérience, en tout cas ce que les victimes relatent. Et ils se disent, c'est comme si, parce que en fait, elles découvrent que la personne a vraiment changé avec. Ils ont souvent, par exemple, les victimes souvent découvrent qu'ils avaient carrément une double vie, ou qu'ils étaient réellement très très différents. Donc, c'est elles qui disent, voilà, au début c'était un peu ça, c'est comme si, voilà, c'est comme s'il avait un peu joué un rôle pour avoir la victime. Je pense que c'est très différent parce qu'effectivement, ça permet vraiment de faire la différence entre des situations, le changement justement de comportement aussi de la personne, parce que bon, on a des gens par exemple dans les entreprises d'ailleurs qui sont très soupolés, qui crient tout le temps, qui râlent tout le temps, etc. C'est très différent finalement d'une situation d'emprise comme celle-là. Voilà, ça permet vraiment de faire une différence. Ça veut dire que dans la phase de séduction, l'auteur est déjà en train de tisser sa toile ou il est voilà. Est-ce qu'il est aimant mais il est déviant dans sa manière d'aimer celle qui deviendra sa victime, ou est-ce que dès le départ il est déjà en train de... Mais justement, comme elle disait, on n'est pas vraiment dans sa tête. Ce qu'on peut en déduire, c'est que on a l'impression que ces personnes ne peuvent pas fonctionner autrement. C'est-à-dire, mais par contre, ils savent comment les autres fonctionnent parce qu'ils sont bien intégrés dans la société interagite. Donc, peut-être, ils ont effectivement une limite au-delà de laquelle ils ne peuvent pas aller. Par contre, on peut se poser la question de la conscience ou de la détresse qui génère chez l'autre parce que c'est constant et ça monte en puissance. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas aussi se poser la question de savoir si ça n'est pas une synergie, c'est-à-dire qu'il y a des profils de harcelés au travail, hein, je ne connais pas les violences, comme il y aura en face des personnes qui pourront exercer, c'est-à-dire que c'est peut-être une histoire d'amour qui devient une histoire sordide parce que la combinaison qui se met en place d'une personne qui est fragilisée par l'autre peut se mettre en place. Moi, je vois dans des entreprises, il y en aura 3 qui vont vraiment être en souffrance. Mais je les vois. Les salariés modèles, extrêmement honnêtes, extrêmement droits dans leurs bottes, d'une rigueur incroyable, honnêtes. Et ceux-là, ce sont des proies. Et ceux qui, ma foi, s'accommodent plus de ma foi, et qui ont plus une manière de mettre à distance ce qui un peu vient les ennuyer. Et cette capacité ou pas à résister à une personnalité, une pression, va faire qu'ils deviendront des victimes ou pas. C'est-à-dire s'il y a un problème de combinaison de personnalité, pas seulement de... Et c'est pour ça, moi je pense que c'est un fonctionnement qu'on a, je pense, les DG, les tout frais sortis d'ailleurs, de ces belles écoles de commerce, ils arriveront avec une logique de domination. C'est pour ça que dans le travail, quand on dit une attention mûre, moi je le vois aussi comme une hiérarchisation, c'est-à-dire qu'il y a des hiérarchies avec des manières dont on perçoit l'autre, où on le considère, et cette hiérarchie est extrêmement violente dans les entreprises, indépendamment d'une intention de nuire. Elle est là, c'est une structuration. Moi, au bout de 33 ans, quand je... Tu vois, comment dire, comme tout à l'heure, quelqu'un disait, si quelqu'un arrive en disant « je suis harcelé », très arrogant comme le docteur Hennigan, c'est vrai. Il y a quand même une position, comme il y a une personnalité, comme il y a une manière de penser et de fonctionner qui fait que des personnes sont atteintes. Une de mes meilleures amies, qui est quelqu'un qui est dans qui est à la CFDT, un mandat dans une grosse entreprise, quelqu'un que je connais depuis des années, je n'avais pas de nouvelles, je l'appelle, elle est en burn-out pour la 2e fois, mais elle est au fond du trou, Mais elle, c'était évident qu'elle y arriverait, parce qu'elle est d'une telle intégrité que ça n'est pas étonnant. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que... Oui, je vois ce que vous voulez dire. Comme un type de personnalité, on ne peut pas également voir cette combinaison. Oui, bien sûr. Il ne peut pas y avoir d'emprise s'il n'y a pas quand même une disponibilité à quelque part. Madame, elle avait levé la main avant. Oui, s'il vous plaît, la question c'est, pour continuer le raisonnement de Madame, est-ce qu'on peut modifier donc le comportement du bourreau? Est-ce que ça arrive qu'on les change, enfin qu'on puisse les redresser, si j'ose dire, ou est-ce qu'ils se comportent comme Madame disait,
différemment en fonction des personnes. C'est-à-dire il y a des personnes avec lesquelles ils ne pourront pas avoir... En fait, ils se comportent de la même manière avec tout le monde. Sur certaines personnes, ça prend, sur d'autres, ça prend pas. C'est ça en fait. Ce sont des personnes qui conçoivent en tout cas la relation à l'autre comme dominant-dominé. Hein? Chez certaines personnes, ça accroche, chez d'autres, ça... Après, il y a aussi effectivement ce qu'on peut appeler l'harcèlement institutionnel ou institutionnalisé. Hein? C'est encore autre chose. Là, entre individus se joue la relation. D'ailleurs, on voit bien dans les entreprises, les victimes de harcèlement sont isolées justement pour qu'elles ne puissent pas vraiment échanger avec les autres, etc. Après, on les change. Donc, d'après les études que moi, je connais, mais bon, on peut bien le déduire nous-mêmes. C'est-à-dire, si on veut changer, il faut avouer d'avoir quelque chose à changer. C'est-à-dire, il faut dire, voilà, il faut que j'améliore mon comportement, il faut que je... Alors que dans la plupart des cas, en tout cas d'après voilà, mes connaissances, ces personnes-là ne se remettent pas en question. C'est ça le problème. Mais ils ont la capacité de se remettre en question, simplement peut-être qu'il n'y a pas les moyens derrière pour l'amener à faire ces prises de... Est-ce qu'il y a une réelle volonté? Est-ce qu'ils n'ont pas la satisfaction, quelque chose, comment dire, ils ne sont pas nourris, eux aussi, profondément. C'est comme un système de vase communicant. Plus tu es au plus bas, plus je suis. On a l'impression, voilà. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de changer quelque chose? Ils arrivent pendant... Voilà, des lunes de miel un peu plus longues, notamment quand les femmes ou les hommes voilà, demandent le divorce. Comme par hasard, ils boivent 2 tisanes et ça va mieux. Voilà. Monsieur voulait... Oui, juste 2 réflexions, un dans l'entreprise et l'autre dans le couple. Un dans l'entreprise, justement dans la formation aujourd'hui, ce qu'on entend de plus en plus, c'est qu'on n'est plus dans la compétition, mais dans la coopétition. C'est-à-dire on essaie de donner déjà dans l'entreprise le fait de ne plus avoir cette compétition, c'est-à-dire cette prédation vis-à-vis d'un autre pour pouvoir moi progresser. C'est-à-dire j'écrase l'autre pour pouvoir moi être remarqué, progresser, etc. De rentrer dans la coopétition pour essayer de donner une relation beaucoup plus harmonieuse dans l'entreprise pour que justement on puisse échanger. Ensuite, dans le côté couple, il y a une chose qui est quand même assez... c'est là où l'auteur... Est-ce que c'est lui le prédateur? Est-ce que c'est le prédateur? Oui, mais est-ce que c'est lui celui qui est dans la violence? Ou est-ce que la victime ne donne pas aussi le bas pour se faire frapper dans tous les sens du terme? C'est-à-dire que, et attention, homme ou femme, hein, moi je l'ai vécu avec un homme, hein, ce qui se passe là, c'est pas un problème. Mais quelque part, quand on a un couple qui se forme, une rencontre qui se fait, il arrive souvent qu'on admire l'un ou l'autre admire plus l'un que l'autre. Et selon l'état d'esprit dans lequel se sont rencontrés ce couple-là, eh bien, la personne au-dessus devient, sans s'en rendre compte, un peu un prédateur. Et devient puissant. Et il sent cette puissance. Et il y a une construction qui se fait, parce que comme vous l'avez dit, ça ne se fait pas en 2 secondes. Hein, la violence immédiate, la grenouille le saute, c'est dans le temps. Et la personne se sent rassurée, celle qui n'était pas nécessairement au départ sûre d'elle, la victime, je dis bien la victime, c'est-à-dire homme ou femme, donne une puissance nouvelle à cette hauteur-là. Et de là, il va devenir, sans le vouloir au départ, puissant, prégnant. Et ensuite, au fur et à mesure, il va être tellement bien dans cette fonction-là qu'il va devenir prédateur. Et ça, je l'ai vécu, c'est terrible. Parce que... Mais il y a manifestement un problème, hein, parce que... Exactement, et qui du coup se rend compte que la personne est toujours mise en valeur, elle arrive, elle est mise en... Et la personne là a pris une assurance, et du coup elle dit, pousse-toi, c'est moi qui existe, et au fur et à mesure, il y a une domination, voilà, une domination qui arrive. Et dans l'entreprise, des fois ça... Excusez-moi, je vous laisse... Oui, mais c'est à ce moment-là que vous introduisez cette notion de compétition, vous dites enlever les entreprises. Or, dans un couple, normalement, l'amour structurant, il n'est pas déstructurant. C'est peut-être idéal, hein, mais... Vous avez parfaitement raison, mais seulement, c'est tout dépend un petit peu comment se joue l'histoire du couple. Alors, je vais me faire le candide, mais dans ce que vous expliquez, j'ai l'impression que pour quelqu'un, entre guillemets, de normalement constitué, il y a un moment où ça va faire tilt et où cette personne va se rendre compte qu'elle est en train
de prendre un terrain qui n'est pas le sien habituellement et qui va faire machine arrière. Donc pour arriver à l'état de prédateur, comme vous l'expliquez, j'ai tendance à dire, mais peut-être que je me trompe complètement, qu'il y a quand même un terrain très favorable au départ. Excusez-moi, je réponds juste à ça parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce que je rencontre. Hein, c'est qu'il n'y a plus de dialogue dans le couple. Alors quand je dis plus, vous comprenez que je taille dans la masse, mais il y a des dialogues dans les couples. Mais il n'y a plus tellement de dialogue, de discussion dans les couples. Tout le monde travaille, arrive le soir, parle de sa journée, mais il n'y a plus l'effet couple. Construction ensemble d'une vie réelle ensemble. Et du fait, ce sont deux personnes qui se rencontrent, qui vivent, et qui vivent tellement avec leur système sociétal, que même en couple, aujourd'hui j'entends, il avait tort, il avait raison. Et on a construit, il avait une idée, j'avais une idée, on a fait une discussion. Non, on n'a fait plus de discussion, on fait des interventions où il avait tort, il avait raison, et du fait, je suis brimé parce que je n'ai pas eu raison. Et je n'ai pas construit ensemble une idée qui fait que nous allons évoluer. Oui, mais ça, c'est pas, ça je l'ai rencontré. C'est pas pathologique ce que vous expliquez. Voilà. On n'est pas dans ce cycle-là. Revenons au point de départ, c'est-à-dire une chose c'est le conflit, les incompréhensions, les différences, les raisons pour lesquelles on se sépare. Autre chose, c'est une situation de violence. Par exemple, les victimes, nous on l'entend, soit à l'association, moi aussi en cabinet, et racontent souvent, oui, mais lui ou elle a eu une enfance difficile. Bon, est-ce que ça peut justifier? Ça explique peut-être des choses, mais ça ne justifie pas du moment où la personne est mise devant la souffrance de l'autre. Il y a des personnes qui ont eu une enfance très difficile et qui ont fait des choses extraordinaires. Ce n'est pas un lien logique systématiquement. Sans compter que très souvent, cette enfance difficile n'avait pas été si difficile que ça. Hein. Il y a eu beaucoup de broderies autour de beaucoup de choses pour juste... Alors, ce que les victimes relatent, c'est que ces auteurs, ils sont à la recherche permanente de bonnes excuses pour justifier leurs méfaits. Donc, il y a comme une forme de conscience du fait que ce qu'ils ont fait n'est pas bien, parce que vous disiez c'est pas bien, hein, mais ils doivent trouver une justification à l'intérieur d'eux qui les rassure. Et donc moi, je ne suis pas responsable. Comme on voit dans les entreprises aussi, le harcèlement dans les entreprises n'est pas que le harcèlement du chef envers le subalterne. Le harcèlement, qui fait d'ailleurs beaucoup de mal, c'est entre collègues, voire du subalterne vers le supérieur hiérarchique, il y a de ça aussi. Et on voit bien que dans la situation qu'on appelle d'ailleurs de mobbing, non, de la meute, du mob, non, du groupe qui se retourne contre une personne, il y a toujours un meneur, ce qu'on voit dans les écoles aussi. Hein. On a l'impression d'avoir affaire à des ados tout le temps, en fait. C'est comme si ces personnes n'avaient pas une vraie maturité, en fait. C'est comme si... Alors, ils font en sorte que la meute se retourne contre une personne. La mise au placard, l'isolement. Pourquoi l'isolement est fait si mal? L'isolement, par exemple, est présent dans toute situation de violence, que ce soit à l'école, que ce soit dans le couple, que ce soit au milieu professionnel. Or, l'isolement, créé de manière inconsciente, personnellement, j'ai un peu de mal à le croire. Dire du mal de quelqu'un pour faire en sorte que les amis s'éloignent, faire en sorte que la personne se dispute avec sa famille, c'est systématique. On le retrouve systématiquement. Isolé parce que les femmes ne parlent pas la langue et on leur retire l'argent, ils n'ont aucun accès. Voilà. C'est le son de l'argent petit à petit l'auteur. Donc il y a tout un tas de, surtout l'isolement. L'isolement il fait si mal. Parce que nous sommes toujours des animaux, hein, on n'est pas... Et dans notre nature, dans notre patrimoine génétique, si on veut, il y a, on a comme être isolé. Et vous voyez, les animaux, nous, on est des animaux grégaires. On vit en groupe. On perd le groupe, on se sent perdu. Okay? Voilà. Donc, les animaux, quand il y en a un qui est exclu, par exemple, les loups, quand ils migrent, il y en a un qui est malade, qui est exclu, c'est parce que sinon il ralentit le groupe. Voilà. C'est parce qu'il est destiné à mourir. Et nous, ça, on l'a en nous. Hein. Donc,
c'est vrai, on est des animaux et effectivement, il peut y avoir un qui ralentit. Or, je ne sais pas dans quel contexte, mais même si on est assez évolué hein, pour aller au-delà de ça. Mais un isolement progressif, une personne à qui n'a plus accès au dossier, et une femme qui n'a plus, ou un homme qui n'a plus des contacts avec ses amis parce que ses amis sont infréquentables, il n'y a que les siens, et ça, on l'entend systématiquement. J'ai personnellement beaucoup de mal à croire qu'il n'y a pas une forme de volonté hein, consciente, je ne sais pas comment la définir, mais c'est un schéma qui se répète trop souvent pour ne pas le considérer. Là, il irait où? Elle voulait intervenir, oui. Oui, encore une fois, je pense qu'on peut faire la distinction naturellement dans le rapport familial et autres. Oui, cette intention, dans l'entreprise, moi je le vois, j'ai une clientèle de gueule. Ce sont des personnes qui souvent arrivées à la cinquantaine sont en rupture de valeur. Personne ne leur veut du mal. Ils sont en rupture de valeur avec les entreprises qu'ils ont portées des années durant. Et en fait, ils sont rejetés parce qu'ils sont en rupture de valeur, mais l'entreprise n'a pas changé. Et ça peut donner lieu à des comportements, à des mises à l'écart. Elle a forcément changé. Parce que l'entreprise a des valeurs qui, pour eux, sont indéfendables et qui peuvent d'ailleurs l'être. Enfin, c'est parler des rigoureux, donc c'est compliqué pour ces gens. Mais l'entreprise va les rejeter parce qu'ils n'épousent plus les valeurs, on va leur dire va part. Oui. Mais c'est pas parce que peut-être ils coûtent un peu plus cher avec les anciens. La réalité, je vois pas la même. Il n'y a pas d'intention. Autant dans le rapport familial, on est d'accord parce qu'on est sur de l'affectif. Dans le rapport d'entreprise, je pense que c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'interaction, je dirais. Il y a plusieurs cas dans l'entreprise. Oui, j'entends ce que vous dites. En écoutant ce que vous dites, moi je ne connais pas du tout le harcèlement au travail, donc encore une fois je fais la candide, mais je trouve ça intéressant. Vous dites que ces personnes ne sont plus en adéquation avec les valeurs de l'entreprise qu'elles ont servi durant X années et que pourtant l'entreprise n'a pas changé. Si, forcément l'entreprise a changé, peut-être par l'arrivée de jeunes cadres dynamiques qui donnent une autre dynamique justement à l'entreprise et c'est là où se crée la rupture. Donc il y a quand même quelque chose de conscient et de, me semble-t-il. On était sur cette... Et d'ailleurs, en droit du travail, mais bon, on est là sur d'autres violences, je ne veux surtout pas interférer. En droit du travail, la Cour de cassation nous a dit depuis 2001 qu'il n'y a pas d'intention de nuire dans l'enseignement grave. Donc on a intégré très vite, d'ailleurs le texte le dit en droit du travail, que effet ou intention, ou pour but ou intention ou effet. Mais ça peut être totalement, le résultat peut être totalement indépendant d'une intention, mais totalement, parce que l'entreprise est un être vivant à lui-même. Alors, excusez-moi si je peux, parce que conforter ce que vous dites, parce que ça. J'ai un lien. On a jusqu'à quelle heure? À 13h. Il est quelle heure là? Il est 42, midi 42. Il nous reste 20 minutes. Il va falloir qu'on parle un peu des pistes d'amélioration, c'est-à-dire comment, si tu veux, je poserai des questions. Comment est-ce qu'on peut détecter, comment est-ce qu'on peut améliorer, parce que sinon on va se faire engueuler. C'est là où la violence arrive, parce qu'elle est rejetée d'office. J'ai l'impression que c'est vraiment comme des choses différentes, parce que il y a effectivement des mécanismes de domination dans les couples, dans l'entreprise, il y en a partout en fait. Mais d'arriver à ça, où seulement on a une personne répétée, là c'est extrêmement rare et on parle de situations qui sont beaucoup plus rares. Enfin, c'est mon sentiment, c'est-à-dire que des vrais harceleurs, qu'on se soit dans les couples ou dans même le milieu du travail, avec cette répétition et ce cycle de la violence, c'est des mécanismes beaucoup plus rares que des mécanismes de violence au travail qui existent, plein. Mais c'est pas ça, c'est pas exactement cette même prise, c'est pas la même chose. Dans les couples, il y en a beaucoup. Hein. Alors nous, on est peut-être un peu plus sensibilisés puisque forcément on reçoit ces femmes-là, mais je peux vous dire qu'il y en a. Il y en a beaucoup, oui. Ouais. Mais ceci dit, dans tous, si je peux me permettre, dans tous ces couples, dans tous ces cycles que vous nous présentez, il y a une fongibilité. Il y a une fongibilité entre les violences conjugales, il y a une fongibilité entre l'harcèlement à l'école, l'harcèlement au travail, avec la différence qu'au travail ou à l'école, au travail, mais je ne me mets pas dans le cadre d'institution, dans le cadre hiérarchique, je me mets dans un autre cadre.
il ne s'agit pas d'un auteur, mais il s'agit souvent des auteurs. Voilà. Des auteurs qui, en fait, isolent la victime. Alors c'est là, je voulais faire juste une parenthèse quand on parlait de l'intention, pas intention. Je faisais l'exemple de la meute. Alors dans ce cas-là, effectivement, on peut dire oui, il y a des personnes qui n'ont pas forcément l'intention. Oui, c'est parce que ce sont en fait, à quelque part, si on veut, les premières victimes de quelqu'un qui a l'intention. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire, effectivement, même à l'école, on le voit, ces petits qui harcèlent, qui font partie du groupe. On est tellement ancré, on a tellement peur de perdre cette place dans le groupe qu'on accepte de faire des choses horribles. Hein? Et c'est ça, en fait. Là, effectivement, il n'y a pas d'intention. Mais à l'origine... Voilà, après, bon, ça dépend, il faudrait voir les situations. Il y a effectivement des situations où les personnes écartent quelqu'un, même s'ils n'ont pas vraiment cette volonté. Ils sont victimes de quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, les pousse à faire ça, ou de quelque chose qui les pousse à faire ça. Et c'est là où il faut agir. Là, effectivement, on peut parler de pas conscience, de pas volonté. Après, dans d'autres cas, elle voulait, depuis un moment... Par rapport au cycle de tout à l'heure, oui. L'isolement, on le placerait où? Et du coup, ma deuxième question, c'est à quel moment on pourrait casser le cycle et sortir de la... Enfin, je ne veux pas anticiper sur la suite. À quel moment on pourrait casser ce cycle et sortir de là la victime? Voilà. Ça, c'est la bonne question que vous voulez d'ailleurs même vous poser à vous. L'isolement, quand est-ce qu'il arrive? En fait, ce mécanisme du cycle permet de mettre en place toutes ces phases. Au début, c'est les dénigrements. L'isolement arrive et progressif, mais parce qu'il y a en fait ce mécanisme il y a cette emprise et donc il y a cette domination et l'auteur, parce que l'auteur ne dit jamais à sa victime, à partir de demain, tu ne vois plus ta famille. C'est tout un processus qui fait que c'est la victime même qui s'éloigne. C'est la victime même qui dit non à ses amis. Au moment de la honte, par exemple? Mais la honte, c'est quelque chose qu'elle ressent très souvent. C'est tout, voilà, c'est très souvent. Donc, quand est-ce qu'on peut casser ce cycle? Alors déjà, personnellement, je pense que tout doit aller dans le sens de la, entre guillemets, responsabilisation de la victime, dans le sens qu'elle doit comprendre qu'elle est actrice, que ce soit un homme ou une femme, de son propre changement. Tant que la victime n'a pas compris que c'est elle seule qui pourra faire un pas important et que suite à ça, suite à cette prise de conscience, tout un monde de professionnels, de personnes pourront l'aider. Hein, il n'y aura pas vraiment de changement important. Donc dans une première phase, notre rôle c'est de l'aider à prendre conscience. Pardon, peut-on espérer, alors, soit dans le milieu conjugal ou même dans l'entreprise, que l'auteur, à un moment, se lasse parce que la vie fait qu'il rencontre une éventuelle prochaine victime? Est-ce qu'à un moment donné, on peut l'espérer? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Ah ben c'est souvent comme ça que ça s'arrête. Hein. Ouais. Surtout quand il ou elle... Jusqu'au bout de oui. Disons que parmi les solutions qu'on veut envisager, c'est là on la mettrait pas. Oui. Il trouve une autre victime. C'est pas forcément le but. C'était pas forcément ça. Oui, parce que l'idée c'est de réfléchir là sur des pistes pour améliorer justement cette prise en charge et pour casser et aider surtout les victimes. J'en reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, formation. C'est-à-dire pour toutes les personnes qui vont être en contact avec ces victimes, si elles sont formées en amont, même de manière assez rapide, comme ce qu'on vient de voir là, à détecter les signes de la prise et de l'emprise, peut-être qu'à ce moment-là, les professionnels que nous sommes seront plus aptes à donner des indices, à tendre une main, à dire la parole qu'il faut dire et en tous les cas à être peut-être plus attentif. Donc on en revient, j'ai l'impression, encore et toujours à la même problématique, formation. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voulez intervenir depuis... Est-ce qu'il y a, vous voyez une augmentation des violences ou c'est parce qu'on en parle plus et donc on est plus sensibilisé ou est-ce que, je ne sais pas, vous avez un recul de combien d'années
années? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment en augmentation? Est-ce que, voilà, j'aimerais que votre réponse par rapport à ça. Ou c'est parce que c'est plus détecté, que les femmes osent plus? Est-ce qu'il y a quelque chose plus médiatisé? C'est difficile de répondre à cette question parce que globalement, on n'a pas les chiffres de la globalité. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a peut-être plus de femmes aujourd'hui qui en parlent. Plus de femmes qui viennent nous voir à l'association, qui viennent voir des professionnels. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il y a plus de femmes qui sont violentées? C'est difficile à dire. Mais en tous les cas, la parole se libère. Et justement parce que ces femmes ont affaire maintenant à des professionnels qui sont un peu plus formés et un peu plus sensibilisés, il y a une prise en charge qui est quand même plus efficace et peut-être plus rapide. Après, sur la globalité des chiffres, j'avoue que c'est difficile. En milieu professionnel, on fait de plus en plus d'actions de sensibilisation, ça oui, parce qu'il bon, y a aussi des obligations. Donc effectivement, il y a un échange un peu plus ouvert voilà, sur le sujet, mais bon, ça reste encore très compliqué. Même chose en milieu scolaire, bon, c'est encore... Par contre, ce que personnellement j'ai remarqué, c'est qu'il reste encore très difficile pour les hommes d'en parler. C'est très difficile pour un homme de se définir victime parce que rien que le mot victime est au féminin et en plus bon c'est l'origine disons de cette problématique est la même. Voilà, dans nos cultures, une femme victime, c'est quelque chose qu'on peut accepter. Mais un garçon qui pleure, on va lui dire bon, t'es un grand garçon, pleure pas. Hein, pourquoi hein, s'il a mal hein. Donc, les hommes ont beaucoup plus de mal à en parler. Mais je vois qu'il y a un peu plus d'ouverture. Donc, peut-être ça serait intéressant de le mettre, de le dire, de aider davantage les hommes victimes de violences. Oui, parce que par ailleurs, par rapport à ce que vous dites, ça me fait penser que moi, au travail, justement, je vois beaucoup d'hommes victimes qui deviennent bourreaux, justement par rapport à des situations dans lesquelles ils n'ont pas pu exprimer un certain nombre de choses. Donc, bon, c'est un peu différent, c'est le contexte professionnel, mais ceci étant, ça se voit assez souvent. Quelqu'un qui est sous pression beaucoup, qui a lui-même des injonctions très fortes, etc., et qui reproduit ce mécanisme-là sur d'autres victimes. Donc est-ce qu'il peut y avoir un lien finalement entre ce changement de rôle? Mais oui, le phénomène de la victime qui devient agresseur, ça c'est quelque chose voilà, qu'on voit, ça fait partie de la... Oui. Comme une chaîne en fait. Oui. Mais ça a d'autres caractéristiques par contre, il n'y a pas le... Alors oui, elle voulait parler... Voilà. Monsieur aussi. Il l'a enfermée pendant qu'elle était enceinte. Elle était péruvienne, il l'a amenée en France. Et donc elle vient me voir une première fois au cabinet et là j'ai été un peu, elle me dit, je veux pas lui faire du mal, je veux que ça se règle à l'amiable, je veux pas qu'il aille en prison. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Quoi, en tant que professionnel, je suis outrée. En plus il avait même frappé son fils aîné. Et donc, comment on fait pour répondre et ne pas brusquer la victime? Parce que j'ai l'impression que c'est deux schémas complètement différents. Ah oui, voilà, vous avez la réponse. On récupère, vous voyez, c'est ça ma... Ça dépend combien de temps ça dure. Non, mais justement, ça c'est une question très intéressante et ça peut faire partie justement des pistes d'amélioration, c'est-à-dire comment justement gérer cette ambivalence des victimes et comment les aider à en sortir et les aider à se responsabiliser. Mais ça, là, tu es plus à même de répondre à cette question. Quelle est l'approche qu'il faut avoir vis-à-vis des victimes de violences? Déjà, en tant que professionnel de la justice, vous êtes en mesure déjà d'évaluer depuis combien de temps ça dure. Si ça dure depuis 20 ans, voilà, c'est... Ou bien, personnellement, j'aurais tendance à dire quelqu'un qui vous agresse, qui vous bat et qui vous a fait ça depuis, voilà, en tout cas un certain nombre d'années, est-ce que c'est quelqu'un avec qui on peut effectivement avoir un échange? Est-ce que vous n'êtes jamais arrivé à être d'accord sur quelque chose à l'amiable, effectivement? Est-ce que vous avez pu jamais négocier, discuter avec cette personne?
Je pense qu'elle a besoin de comprendre à quel niveau, effectivement, où il se situe la limite. Rarement les médiations donnent des bons résultats dans les cas de violence. Ou bien, personnellement, je n'ai jamais eu un cas de quelqu'un qui m'a dit oui, la médiation a tout arrangé. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut être dans l'écoute, absolument pas dans le jugement. Bien sûr. Et il faut être patient. Nous, c'est ce qu'on voit à l'association, toutes ces femmes qu'on reçoit, c'est exactement ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire pas de jugement, on écoute leur histoire, on les comprend, parce que ça c'est quelque chose qui est terrible, c'est-à-dire quand une femme victime de violence vient raconter son histoire et qu'elle sent en face des réticences ou qu'on ne les croit pas, elle va se refermer immédiatement et puis c'est terminé. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment y aller de manière extrêmement patiente et tout en douceur et tout en finesse. Et c'est pas forcément évident parce que souvent on ne comprend pas. Quand on n'est pas justement sensibilisé à cette problématique, on ne comprend pas. On est, comme vous disiez tout à l'heure, en colère parce qu'elle ne veut pas déposer plainte. C'est une réaction normale, sauf que c'est pas comme ça qu'il faut aborder la problématique si on veut qu'au final, elle dépose enfin plainte. Donc ça, c'est peut-être aussi une piste d'amélioration, voilà, savoir accueillir les victimes. Oui, juste pour rebondir un petit peu là-dessus, et ce que nous faisons aussi aujourd'hui, et je vous en remercie parce que c'est justement une attention que nous devons avoir. Il m'arrive d'intervenir dans des formations ou des séances de consulting en PNL ou en analyse transactionnelle, c'est-à-dire pas nécessairement sur une gestion de violence ou etc. Mais lorsque nous sommes en situation de formation dans un groupe, ce que je retiens aujourd'hui de cette journée, de cette intervention, c'est d'être attiré, parce que nous observons, nous vivons, lorsque nous faisons des formations, nous vivons avec des personnes qui tous les jours sont en rapport et on voit les différences. Et le fait d'être attentif, il est important d'aller pas répéter, mais aller informer peut-être la direction, les DRH, etc., de ce qui se passe vraiment avec certaines personnes qui sont en souffrance. C'est-à-dire aller détecter ces souffrances-là et les ramener et peut-être aller voir la personne et peut-être lui en parler. Parce que nous, dans la formation, on est là pour que les personnes apprennent un petit peu ou découvrent quelque chose de nouveau. Et là, aujourd'hui, ce que vous nous apportez, c'est c'est surtout pour ça que je suis là aujourd'hui, pour découvrir ça. C'est-à-dire que quand on détecte une souffrance chez quelqu'un, après, peut-être qu'on ne sait pas nous-mêmes aller gérer cette personne-là, mais aller détecter et amener cette personne à aller voir quelqu'un de spécialisé ou une association, pour ne pas avoir peur de lui-même. Je crois que notre système de formateurs ou d'intervenants, de consultants dans des entreprises où on a un œil nouveau, et que des fois même le patron, le dirigeant ne s'est pas rendu compte de cette souffrance-là. Bien sûr. Nous pouvons, très souvent, c'est ça. Attention, alors le mot, j'allais dire informateur, ce n'est pas le bon mot parce que c'est péjoratif. Lanceur d'alerte. Merci Bernard. Voilà. Merci, ça c'est à la mode. Voilà. Elle a raison. Voilà, et donc lanceur d'alerte, c'est qui peut donner à l'entreprise, au groupe, une positivité beaucoup plus importante et surtout ressortir la personne en souffrance. Ne pas être un témoin passif. Merci. Voilà. Oui. Et moi, je suis l'alerte du chrono. Ah oui, mais on est... on a les yeux rivés sur la pendule, hein, comme les fonctionnaires. Non. Vous dire que si vous souhaitez, comme nous avons commencé en retard, 10 minutes de plus pour rendre votre copie, parce que vous avez une copie à rendre et c'est un travail de groupe, donc j'espère que la parole a bien circulé. Non, mais c'est super important, parce qu'il faut montrer que ce genre de formation que là on fait, bon, on apprend plein de choses en se parlant, mais c'est surtout qu'on est proposeur d'idées. Oh, c'est pas beau ça, les lanceurs d'alerte c'est beau, mais voilà, on lance des idées et surtout, mais simplement si vous y croyez. Attention, oui, bien sûr. Si vous y croyez pas, ça sert à rien. Voilà, lanceurs d'alerte, les formateurs en entreprise. Lanceurs d'alerte. Bon, je vois que le docteur Catala n'est pas là pour dire que ça ne marchera pas, donc vous ne le mettrez pas dans votre rapport, ça je ne le dirai pas. Mais
Dans nos pistes d'amélioration, je pense qu'il faudrait également axer sur la communication, mais la communication pour identifier. Je m'explique. Pour que on explique grand public ce que Gabriella nous a expliqué là tout à l'heure, de manière à ce que ça puisse faire tilt éventuellement dans l'esprit de certaines victimes, de certaines femmes ou hommes, que ce soit au travail d'ailleurs ou dans la vie conjugale, se disant tiens, là ce qu'on est en train de m'expliquer, ça me fait penser à quelque chose, est-ce que je ne serais pas moi aussi en train de vivre ça peut-être que ça permettrait d'avoir des petites alertes plus tôt que quand on en arrive malheureusement à des passages à l'acte terribles. Je sais pas, ça pourrait être aussi... C'est vrai que des fois, rien que de décrire le cycle, de faire le petit... Est-ce que vous vivez ça ? Ça ouvre chez la victime effectivement une porte, se dit waouh, c'est exactement ça. En fait, c'est aider à mettre des mots sur des comportements. Tout à fait. Voilà. Mais tu sais, moi, je me souviens, voilà, j'avais reçu il y a quelques années une jeune femme justement qui était victime de cette emprise. Enfin, c'était absolument épouvantable. Et pour arriver à la déculpabiliser, à l'époque, il y avait un site qui s'appelait le Fionisme. Le fionisme, voilà. Oui. Et sur ce site, on décrivait très exactement tout ce cycle de la violence et on expliquait aux femmes qu'elles se sentaient coupables alors qu'elles ne devaient pas se sentir coupables, que c'était l'autre le bourreau, etc. Et quand j'avais des femmes, puisque c'était essentiellement des femmes, des clientes, qui étaient dans ce schéma-là, je leur disais allez voir le site Le Fionisme et vous allez voir que vous allez vous reconnaître et ça va peut-être vous aider à en sortir. Et je trouvais que c'était assez efficace. Alors je ne sais pas s'il existe toujours ce site, il faut mais voilà, ça peut être une idée. Oui, la déculpabiliser. Moi, je pense qu'on devrait aussi mettre en place un autre outil si on est dans une situation de détection de la violence, qui a prise de conscience, que cette personne-là, qui est à ce moment-là, puisse déjà travailler sur le plan de sortie. En fait, oui, je suis d'accord. Voilà, qu'elle ait des outils, je ne sais pas, peut-être une fiche. Voilà, il y a prise de conscience. Où je vais, qui je peux prévenir, toutes les ressources effectivement en termes d'association, mais qu'on puisse déjà... là, il y a prise de conscience, c'est peut-être un peu le moment d'agir et que cette personne qui est là à ce moment-là ait en main cet outil de plan d'action, qu'est-ce qu'on fait maintenant, ce plan de sortie. Je suis d'accord et je vais me permettre de rebondir. Il y a quelques années, j'ai assisté une dame qui était venue me voir plusieurs fois parce qu'elle était victime des violences de son mari. Alors je saisissais le juge aux affaires familiales en urgence, qu'elle ne venait pas à l'audience. Enfin, on sait que c'est assez effectivement décousu. Elle se rétractait, elle allait déposer une plainte et puis elle ne donnait pas de suite. Et puis un soir où les coups ont été particulièrement violents, elle s'est rendue au commissariat à Montpellier avec ses 2 enfants sous le bras. Le commissariat a appelé un foyer pour que les enfants puissent y passer la nuit. Elle a été conduite aussi dans un centre d'hébergement, je ne saurais pas lequel. Et on a mis 1 an à récupérer les enfants. Puisque la juge pour enfants a considéré que tant qu'ils étaient spectateurs de ces faits de violence, elle n'était pas en mesure, elle, de les protéger. Et tant qu'elle n'était pas divorcée et qu'elle ne justifiait pas d'avoir un foyer et d'avoir les moyens de mettre ses enfants en sécurité, au-delà de se mettre elle-même, puisqu'elle n'était pas capable de se mettre elle-même en sécurité. Et cette femme m'a dit quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Cette femme m'a dit « je suis punie ». Pour avoir eu le courage de dénoncer ce que la double peine. Ça a été terrible pour moi d'avoir ce retour de sa part. Elle avait raison. Et c'est vrai que ce départ de chez elle, je rejoins ce que vous dites, il n'a pas été anticipé. Et je pense que c'est la plupart du temps des femmes qui, justement, sont isolées, qui n'ont pas le moyen de mettre en place une stratégie pour se sauver. Et qui, le jour où elles y arrivent, c'est assez soudain, elles partent en pyjama, avec le dos sous le bras. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, oui, si elles savaient qu'il peut y avoir en tout cas une solution provisoire pour les accueillir. Et c'est vrai qu'on ne les connaît pas, même moi en étant avocat au pénal en droit de la famille, je ne les connais pas, ces centres-là. Je ne saurais pas où les orienter en tout cas. D'où la nécessité d'associations, alors comme Via Femina, mais nous on rêve que Via Femina s'étende sur tout le territoire, parce que nous, tous ces outils, on les a. Voilà. On a un maillage, on a les numéros d'urgence, et même parfois,
on sort de la cagnotte de Via Femina Fama, de quoi leur payer une chambre d'hôtel. Voilà, et c'est important. Donc oui, les associations, c'est une bonne ressource. Parce que... Il est dit que le fionisme est de retour. Ah. Bon, le fionisme ne nous a pas quittés, c'est différent. Perverse.fr, change d'adresse et fait poney. Alors, parce qu'on va devoir rendre des comptes à Carline, hein, et puis après c'est nous qui allons subir les foudres. Donc, on a déjà listé pas mal de choses. Est-ce que vous avez d'autres idées sur des pistes d'amélioration, des bonnes pratiques? Alors moi je regardais, j'étais à une formation il n'y a pas longtemps justement sur les fameux pervers narcissiques et les manipulateurs, et ça ressemblait beaucoup au schéma, donc c'est pour ça que je pense qu'on ne parlait pas forcément toujours de la même chose. Et dans les pervers narcissiques, il y a une liste de 24 questions. Et en général, effectivement, au-dessus de 15, en général, on est face à des pervers narcissiques. Donc du coup, ça permet à la personne de prendre conscience de la situation, et après, en lui expliquant le schéma de tout ce qui est justement les manipulateurs, etc., sans doute de sortir de la culpabilité, et ensuite de prendre conscience qu'entre guillemets, il n'y a pas d'espoir. Parce que si j'ai bien compris la problématique des manipulateurs, dont on parlait tout à l'heure, la problématique, c'est qu'il n'y a pas de traitement. La personne, effectivement, estime qu'elle n'a absolument pas de tort, et apparemment, il n'y a pas de remise en question de ces personnes-là. Donc, ça peut permettre aussi d'aider la personne à prendre conscience que, c'est pas... elle va pas faire du mal à l'autre, comme ce que vous évoquiez tout à l'heure, et souvent, ça aide apparemment à enclencher tout le... Oui, c'est une démarche intéressante parce que ça aide à mettre des mots sur des comportements, à définir, à rationaliser. Après, ça dépend des personnes. Certaines personnes prennent assez rapidement, hein. C'est surprenant comme des fois, ah oui, je suis victime de violence, c'est injuste ce que j'ai vécu, c'est toujours la même chose, ça fait un déclic, et d'autres qui continuent à être dans le déni. C'est comme un processus de deuil en fait. Il faut faire le deuil d'une relation normale et authentique, il faut faire le deuil d'une relation dans laquelle on est accepté en milieu professionnel, c'est un deuil. Et souvent au début, les victimes sont dans le déni, ils disent non, c'est pas ça moi, c'est pas... J'ai l'impression que ce qui pourrait vraiment aider aussi, en tout cas moi je le vois avec les jeunes, c'est d'avoir des outils. Alors on parlait tout à l'heure du violentomètre, je ne sais pas ce que c'est, mais de montrer en fait à partir de quand on commence la violence. Alors on commence à le faire chez les jeunes, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une forme de banalisation qui est complète, c'est-à-dire de dire là ce qui se passe, mais non, mais c'est pas une violence parce que ça se passe partout en fait, que ce soit dans mon organisation, dans ma classe, etc. Et donc du coup, je pense qu'une espèce de hiérarchie montrer vraiment sur tout type de violence, quand est-ce que ça commence et que c'est déjà inacceptable à ce degré-là, aiderait beaucoup. Parce que j'ai l'impression qu'on a un seuil très haut parfois, alors là je parle des entreprises, mais je pense qu'il y a un seuil très haut d'acceptation de la violence, hyper haut. Mais les gens, avant qu'ils arrivent à parler, il faut qu'ils soient vraiment dans la situation de harcèlement individualisé où ils vont crever en quelque sorte. Mais il s'est passé des tas de choses avant pour des tas de personnes, mais il s'est considéré comme normal. Oui, il y a une banalisation, en tout cas à tous les niveaux un peu de la violence, mais oui, c'est vrai que chez les jeunes, c'est très intéressant. Excusez-moi. Avec Carline, on a fait justement il n'y a pas très longtemps une intervention dans un lycée. Alors c'était une classe de seconde ou de première ou quelque chose, sur justement le harcèlement, etc. Et il venait de se passer cette histoire-là dans le milieu du foot, avec ce journaliste, je ne sais plus comment il s'appelle, là, qui... voilà, c'est ça, hein, qui avait sous les caméras embrassé une autre journaliste, je crois, alors qu'elle n'était absolument pas d'accord. Et donc on a posé la question à tous ces jeunes. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est drôle parce que c'était très mitigé. Il y en a qui se sont insurgés en disant c'est un scandale, il n'aurait pas dû faire ça, etc. D'autres qui disaient oui, mais enfin, elle n'a pas réagi. Et on leur explique en caméra directe, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse. D'autres qui ne savaient pas trop, bon, c'est pas très grave, il l'a juste embrassé. Voilà. Et effectivement, c'est là où on se rend compte que le curseur n'est pas le même pour tout le monde et que c'est vraiment important d'aller expliquer aux enfants, mais dès le plus jeune âge, la notion de respect réciproque et de respect de soi. Pardon. Juste avant-hier, il y avait Luc Ferry qui a fait une conférence au Corum et qui était ancien ministre de l'Éducation. Et il nous a dit qu'il y a une chose on parle de violence, à partir du CM1, il n'y a plus d'éducation
on dompte les élèves. On quoi? On les dompte les élèves. On dompte, d'accord. L'éducation sur l'individu, elle dompte les élèves. Oui, bah, il n'y a pas des bons dompteurs alors, hein, parce que... Mais voilà le niveau, ce qu'on entend par l'enseignement, le côté violence. Est-ce que quand on dompte, dans ce sens-là, propre du terme, c'est qu'il y a une éducation qui est vraiment beaucoup plus importante de ce que veut dire qu'il y a une violence, puisque les profs maintenant s'en vont, se démissionnent, etc. Donc, pour rejoindre ce que disait madame, c'est que à quel est le niveau hiérarchique d'une violence aujourd'hui, quelle violence, lorsque déjà un gosse arrive et commence à attaquer un adulte, donc presque le chef de la meute. Bien sûr. Donc c'est où commence la violence et où elle s'arrête, et comment hiérarchiser quelque chose qui n'est pas palpable. Un gosse devient violent et le prof en a peur et le dompte, comme une bête sauvage. Qu'est-ce qui se passe? Ça aussi, il faut le voir à la base. Oui, donc éducation dès le plus jeune âge. Qu'est-ce qui manquait en amont? Parce qu'avant de réparer, il faut déjà peut-être essayer de prévenir. Exactement. Ça concerne l'auteur des faits, parce que l'auteur des faits, il est tout aussi concerné par une prise de conscience précoce pour peut-être mettre des jalons. D'accord. Oui, tout à fait. Ouais. Madame... Dans le service où je travaille de pédopsychiatrie, on voit quand même une augmentation de cyberharcèlement qui est... Ouais. Ah, c'est impressionnant. Moi, je suis effarée, qui conduisent à de la déscolarisation et des idées suicidaires, voire on a une augmentation des tentatives de suicide chez les enfants même à partir de 12 ans actuellement. Hein. Et donc je pense qu'effectivement, c'est très bien ce que vous faites, la formation. Alors nous, on le fait aussi de notre côté, mais la formation, les réseaux sociaux et l'utilisation des réseaux sociaux actuellement chez les jeunes, ça les rend dingo, hein, c'est clair. Hein. Avec, nous, on a le cas d'une jeune fille, quand elle rentrait du lycée, on disait t'es moche, t'as qu'une solution, c'est de se suicider, elle est arrivée. Hein. Donc c'est ça qui bouge. Hein. Et ça, je crois que jusqu'où effectivement on accepte, mais je pense que vous avez raison, il faut vraiment faire de la formation, mais dès l'école primaire. Et former les profs, parce qu'il y a quand même aussi au niveau des profs, on va quand même, moi je le vois, parce que nous on a beaucoup d'interventions avec tout ça. Un peu, ils ne veulent pas voir. Hein. C'est trop lourd, c'est affreux. Oui, mais c'est quotidien. Donc ils ne veulent pas. Vous avez raison, il faut y aller tous ensemble parce que la jeunesse actuellement, ces réseaux sociaux, ça va les détruire. C'est une calamité. Il y a une question de rythme aussi. Pardon. Ça permet vraiment aux jeunes de développer un esprit critique. C'est vrai que on leur demande mais l'esprit critique, il est malheureusement peu développé. On leur apprend plus à l'esprit critique. Il y a un problème de rythme à agir parce qu'il y a une lenteur dans tout qui fait que ça meurt. Et voilà, la jeune qui fait une TS et il n'y a pas de réaction derrière, ça peut finir très mal. Dans la réaction, nous on fait des signalements préoccupants, ce qu'on appelle des informations préoccupantes. Nous, des fois, on a une réponse un an après. Des fois, quand moi je reçois ça, mais je me dis, j'ai honte. Ah ben ça, malheureusement, et je ne vous dis pas, dans la justice, le temps que peut prendre une procédure pénale, une instruction, ne serait-ce même qu'une enquête préliminaire. Enfin voilà, c'est... Oui. Je voulais ajouter pour le problème de prévention, de commencer tôt la prévention pour éviter ce genre de situation. En tant que médecin légiste, en garde à vue, à chaque fois que nous sommes amenés à faire des compatibilités de garde à vue de mineurs, je leur pose systématiquement la question de savoir dans quel milieu ils vivent. Ils sont seuls avec les mères. La plupart d'entre eux, je dirais plus de 99% des mineurs que je vois sont seuls avec leur mère. Et puis après, je voulais aussi appuyer l'idée d'action-réaction. Les soignants, on est habitués à faire de l'action-réaction et les délais qui s'opposent à nous, ne serait-ce que les délais de traitement des dossiers au niveau justice, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Il n'y a pas cette action-réaction. Oui. On va en parler à notre nouveau garde des Sceaux. En plus, il n'y a aucun magistrat là quand même. Hein? Il n'y a aucun magistrat. Hein. Oui, c'est dommage. C'est dommage, oui, ça aurait été intéressant, mais bon. La prochaine fois. Oui. Je crois qu'on est arrivé au terme de notre... peut-être, effectivement, oui. Est-ce que vous auriez d'autres suggestions avant que je rende ma copie au chef?
Oui. Est-ce qu'il y a un profil des victimes? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que personne n'est à l'abri. Après, justement, il y a des personnes qui peuvent mettre en place des choses plus facilement que d'autres. Ça dépend des périodes de la vie. Par contre, il y a un lien que pour nous a été flagrant quand on a décidé de créer l'association. Donc notre association, c'est une association de professionnels. On a plusieurs personnes qui interviennent, surtout dans les entreprises. Il y a des psychologues ou différents professionnels. Et en fait, on s'était tous rendu compte du lien qu'il y avait entre le harcèlement au milieu professionnel et le harcèlement scolaire. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qu'on avait rencontrées en milieu professionnel, qui étaient victimes et qui nous ont relaté des choses, l'avaient été à l'école. Même chose pour les auteurs. Donc on s'est dit, si on agit vite, peut-être tôt, peut-être il y en aura moins qui vont se construire, si on veut, sur le modèle de la victimisation et moins sur le modèle de la victimisation. On n'a pas encore assez de résultats, on n'a pas encore... Voilà, parce que ça fait que 7 ans. Par contre, on a participé à un projet européen, on a testé une méthode qui a donné des très bons résultats. Sur les enfants et sur les adolescents. Ça, c'est encore autre chose. Mais bon, il y a quand même un lien. S'il y a quelque chose, voilà, qui nous fait... C'est comme si l'avoir subi à la jeunesse, voilà, faisait qu'il y avait des choses qui ne se développaient pas. Alors là, peut-être, on peut parler en quelque sorte de profil. C'est mon expérience, mon point de vue. En tant qu'hospitalière, j'ai été confrontée justement à ce que vous disiez, docteur, c'est les patientes qui viennent aux urgences, on les soigne, elles reviennent, on les resoigne. Effectivement, elles ne se confient pas, mais on sait très bien qu'elles ont été battues. Le médecin fait le CNI, mais le problème, c'est que nous, soignants, on n'assure plus après les soins de suite. C'est-à-dire que bon, on éradique la cause première et après c'est des gens qui partent dans la nature. Et je trouve que c'est là où le maillon blesse. Ouais. Et c'est pareil pour le suicide des ados. Les ados qui font des suicides, si vous voulez, qui ne sont pas létales, ils partent, je sais pas moi, 15 jours en soins de suite psychiatriques, et puis on les renvoie chez eux pour avoir une consultation psychiatrique. Ouais. Il faut 6-8 mois. Donc il y a ce gros maillon, cette prise en charge soit tout de suite que la structure actuelle est incapable de fournir. Tout à fait, oui. Et les dysfonctionnements deviennent de plus en plus flagrants, j'ai vraiment l'impression. Ça va nous permettre de voir un petit peu... Et créer des réseaux, chacun d'entre nous, et voilà. Oui, voilà, je crois que... Oui. Bien sûr. La thèse de l'atelier, en fait, bon, je suis aussi hospitalière, puisque je travaille dans le service d'addictologie en tant qu'infirmière, que la fin. Alors, effectivement, certaines personnes vont consommer des produits parce que c'est la béquille, pour faire avec, pour supporter, pour... Mais non, attendez, vous allez voir. Mais il y a aussi l'autre profil des personnes qui deviennent violentes sous l'effet des consommations. Mais quoi qu'il en soit, moi je suis à l'hôpital de Nîmes, de tout ce que j'entends, j'essaie un peu de faire le lien. Parmi les moyens de prévention, on retombe aussi sur des moyens humains, bien sûr, sur des outils, mais on retombe aussi sur les moyens matériels. Parce que là, vous parlez de l'impossibilité, après ce séjour en psychiatrie ou en pédopsychiatrie, de prendre en charge les ados. Mais pour les personnes qui souffrent d'addiction, c'est pareil. Sur le département du Gard, pour le département, il y a 10 lits de sevrage qui ont été plus ou moins élargis en empiétant sur des lits de post-cure. Je parle du public, pas du privé. Des demandes, c'est affreux, affreux. Nous, on va aux urgences aussi, je ne sais pas si le médecin urgentiste était là, le docteur Gentil. Quand nous, on vient les voir, c'est compliqué, surtout on a affaire à un mineur, avec la famille à côté, qui en demande, et c'est normal. On sait qu'en addictologie, on ne peut rien faire sans la démarche de la personne concernée. Mais on sait aussi combien c'est difficile quand on est parent, on veut sauver l'autre. Même s'il ne le demande pas, même s'il est dans le déni, ou même s'il n'a pas envie de faire quelque chose, la maman ou
où le parent ou le proche est là en disant « Mais gardez-le, s'il rentre à la maison, ça va mal se passer, il va reconsommer. » Ah oui, on le garde, on le met où? Et s'il veut rien faire, on fait quoi? Et on en est là. Et là, c'est un manque de moyens, clairement. Et pour ceux qui sont motivés et qui ont envie de faire, il y a une pénurie des médecins d'addictologie, donc de spécialistes, et il y a un manque de lits. Alors voilà, mais pas que de l'addictose, c'est que je parle d'addictose, que ça regroupe plein de profils. Et du coup, ben c'est pareil, voilà, donc ils arrivent aux urgences, ils sont pris en charge tout de suite sur le légu, et après on fait quoi? Et au final, je me rends compte que tout ça, on en revient au manque de moyens aussi. Oui, ou alors il n'y a plus de consultation non plus, parce qu'on est des lecteurs potentiels. Consultation, où il n'y a plus de Bon, ben, on fera remonter aussi nos revendications budgétaires aux plus hautes instances. Merci infiniment pour votre présence. C'était passionnant, très enrichissant. Tout à l'heure peut-être. Et bah oui. Et merci Gabriella pour. Merci Hélène. Merci à vous. Merci. C'était super, super, super. Beaux échanges. On a de quoi.